Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso et le Vatican signent un accord pour faciliter les activités et le fonctionnement de l'Église catholique. L'accord vient d'être scellé ce vendredi au Vatican entre le ministre des Affaires étrangères et des représentants du Saint-Siège. Les détails de l'accord à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le président de l'Assemblée nationale remet du matériel à la RTB pour renforcer les missions de service public de la chaîne. C'était une promesse d'il y a quelques mois qui vient d'être réalisée. La composition du don dans cette édition. Et dans cette édition, le Burkina Faso proteste contre l'atteinte à sa souveraineté dans la crise au CAMES. Le ministre de l'Enseignement supérieur se prononce dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso était ce vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a participé au 21e sommet ordinaire de l'UEMOA. Une rencontre au sommet qui s'est penchée sur la situation dans la sous-région avec les défis, notamment sécuritaires, qui commandent des actions plus fortes. Et parmi ces actions, on peut noter l'accroissement de la coopération entre les États. Notre envoyé spécial à Abidjan, Draman Dadjan, reviendra dans nos prochaines éditions plus en détail sur cette actualité. Et puis, diplomatie, le Burkina Faso et le Vatican viennent de signer un accord pour le fonctionnement et les activités de l'Église catholique dans le pays. L'accord vient d'être signé ce vendredi au Saint-Siège et inaugure une nouvelle ère des relations entre le Burkina Faso et le Saint-Siège. Nathalie Kaoré est notre envoyée spéciale au Vatican. Au palais apostolique du Vatican ce 12 juillet 2019, un acte hautement significatif se réalise entre le Burkina Faso et le Saint-Siège. Les deux parties signent un accord qui sert désormais de socle juridique pour le fonctionnement et les activités de l'Église catholique au Burkina Faso. C'est un accord sur les questions pratiques, les questions de terrain, d'école, des différentes institutions qui sont sur place, les institutions de l'Église, je veux dire, notamment les archevêchés, les évêchés, les différentes congrégations et leur démembrement au Burkina Faso. C'est un accord qui est signé normalement avec n'importe quel État. Et le Vatican est un État, et c'est pourquoi nous avons signé cet accord-là. L'accord qui comprend 19 articles précise également les rapports entre l'Église et les pouvoirs publics burkinabés, l'autonomie de l'Église catholique, son caractère public, la liberté d'expression et de culte, les procédures judiciaires sont autant de domaines concernés. Pour rester en justice, par exemple, ce n'était pas toujours facile, il fallait passer par des mécanismes de substitution pour arriver à cela. Mais avec cet accord, c'est une chose qui est réglée. En un mot, cet accord va booster les activités d'apostolat, qui sont des activités d'assistance, d'enseignement, de développement, à l'égard des populations du Burkina Faso sans distinction de religion, d'ethnie, etc. L'accord devra entrer en vigueur dans un bref délai, le temps d'un échange de notes verbales entre les deux parties. Le secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les États, tout comme le représentant du gouvernement burkinabé, souhaite que ce nouveau cadre juridique favorise l'entente entre les peuples des deux nations. Retour au Burkina, direction Kossia Moulemam du gouvernement était réuni ce matin pour un séminaire consacré à l'élaboration d'une nouvelle stratégie politique de sécurité et de défense nationale. Ici, ce sont les défis sécuritaires qui commandent l'urgence de la rencontre et l'opportunité de la réflexion qui doit aboutir à des solutions appropriées face au terrorisme. Amadou Ardodiko. L'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui est d'amener la politique nationale de défense et de sécurité à rompre avec la vision sectorielle limitative pour adopter une dynamique stratégique globale impliquant tous les acteurs institutionnels, publics, professionnels et sociaux dans la lutte contre le terrorisme.
Au sorti de ces séminaires, l'objectif global attendu est l'élaboration d'une politique de sécurité nationale assortie d'un projet de loi sur la réorganisation de l'architecture générale de sécurité nationale qui se veut inclusive. Dans la vision du chef de l'État, il est aujourd'hui important que nous fassions un regard rétrospectif sur l'évolution de la sécurité nationale, le concept même de la sécurité nationale. C'est dans ce cadre que le président du FASO a donné des instructions pour que cette politique nationale de sécurité soit élaborée. Il veut cette politique nationale de sécurité inclusive, c'est-à-dire que toutes les couches de la société, tous les secteurs de la société doivent participer à l'élaboration et donner leur point de vue sur ce qu'est la sécurité nationale. À la fin de l'élaboration de ce document, toutes les composantes de la société burkinabé doivent s'y retrouver parce que le document, suivant les instructions du chef de l'État, doit être discuté à tous les niveaux, même au niveau des provinces. Nous devons discuter ce document et le faire adopter, le faire comprendre, le faire approprier par ces populations qui auront, j'allais dire, la mission d'appliquer cette politique nationale de sécurité. Pour y arriver, il faut définir de manière claire le concept de sécurité, faire une analyse globale du contexte sécuritaire tant au niveau national, régional qu'international, impliquer davantage les populations et réorganiser l'architecture institutionnelle de la sécurité en intégrant les facteurs émergents liés au concept de guerre asymétrique. Car la vraie réponse antiterroriste n'est pas seulement militaire, mais juridique, économique, éducative et participative. Et puis une soixantaine de militaires du 31e d'infanterie commando de la 3e région militaire de Burkina viennent d'achever un stage de perfectionnement aux techniques de lutte antiterroriste. Une formation dispensée au camp général Bilaz Agré à Cambouissin grâce au soutien des États-Unis. Les militaires ont appris entre autres comment désamorcer des engins explosifs et la riposte à une embuscade. Des détails avec Oumar Zambré. Une unité du 31e RIC, le régiment d'infanterie commando en patrouille, tombe dans une embuscade. S'ensuit alors une riposte. Les éléments de l'unité appliquent une puissance et une technique de feu qui ne laissent aucune échappatoire à l'ennemi tapé dans le buisson. Ceci n'est qu'une simulation en vue de restituer une partie de la formation que ces hommes ont appris en 6 semaines auprès des instructeurs américains. Les capacités que vous avez pu voir aujourd'hui, c'est vraiment un exemple d'un partage de partenariat donnant-donnant. On a une politique d'augmenter la formation des compagnies antiterroristes dans chaque région militaire au Burkina Faso. Cette formation entre dans le cadre de la Joint Combined Exchange Training, un programme de coopération militaire entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Un échange d'expériences utile au regard du contexte sécuritaire du Burkina Faso. Nous sommes face à un ennemi qui mène un combat asymétrique de type guérilla. Donc ces différentes formations par les forces spéciales américaines vont nécessairement et effectivement accroître les capacités de réaction de nos forces. Au total, 60 militaires ont bénéficié de cette session de renforcement de capacités techniques, tactiques et opérationnelles. Les modules de formation ont porté entre autres sur le maniement des armes individuelles et collectives et la lutte contre les engins explosifs improvisés. Et puis la jeunesse très active est décidée à faire front contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous nos latitudes. Ce 6 juillet à Ouagadougou, ces jeunes sont venus du Ghana, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée et du Burkina Faso pour lancer une plateforme Front africain de la jeunesse contre l'extrémisme violent. Les détails avec Rasmane Zoundi et Estelle Judita Sokba. Ces jeunes disent non à l'extrémisme violent en Afrique. Venus du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée, ils veulent combattre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers leurs actions.
À cet effet, une plateforme panafricaine a été créée et c'est la Côte d'Ivoire qui a eu le privilège de porter le flambeau du Front africain de la jeunesse contre l'extrémisme violent. Nous sommes réunis au sein de cette plateforme afin de conjurer le mauvais sort. Le mauvais sort qui, pour nous, est défini par ces attaques violentes ou ces actions extrémistes contre les populations africaines, pour ne pas dire les peuples des différents États. Et donc, les jeunes, après un constat, ont bien voulu se mettre en première ligne afin de pouvoir combattre ce phénomène-là. Parce que nous avons constaté que l'un des éléments, pour ne pas dire le vivier de ces hommes de peu de foi qui veulent forcément désorganiser nos États et la structuration de nos pays, tirent leurs ressources dans ce vivier jeune. Il est de ma responsabilité maintenant de ne pas faire honte, et de réussir la mission qui m'a été confiée. Les représentants des pays participants ont tous condamné les différentes formes de l'extrémisme violent que subit le continent africain. Ils ont par ailleurs appelé ces jeunes à jouer leur partition pour lutter contre ce fléau qui menace le développement de l'Afrique. Autre actualité dans ce journal, le nouveau directeur général de la Caisse de dépôt et consignation vient de prêter serment ce vendredi. Paul Kabatieba s'est engagé à défendre les intérêts de la Caisse, à assurer sa sécurité et la représenter avec honneur, intégrité, dévouement et probité. L'ancien Premier ministre mesure déjà le poids de la responsabilité qui l'incombe. Le témoignage de Jean-Eudes Bayala et de Frédéric Etienne Bassenga. Moi, Paul Kabatieba. Paul Kabatieba prend officiellement fonction à la tête de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso. Devant la commission de surveillance de l'Assemblée nationale, l'ex-premier ministre s'engage. De maintenir de tout mon pouvoir l'autonomie de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso. De garantir l'inviolabilité des fonds dont la garde m'est confiée. D'assurer la sécurité, la liquidité et la rentabilité de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso et de la représenter dans les actes de la vie civile avec honneur, intégrité, dévouement et probité. Servir la nation, rien que servir la nation, le tout nouveau directeur général ne veut pas décevoir. Cette caisse ne sera pas de trop, les Burkinabés devront l'attendre au résultat. Je voudrais dire à l'ensemble des Burkinabés que la Caisse de dépôt et consignation de Burkina Faso ne sera pas une institution de plus. Elle sera une structure de financement du développement du Burkina Faso. Une institution solide, une institution crédible, une institution qui va apporter un adjuvant indispensable pour le financement de notre économie nationale. La Caisse de dépôt et de consignation va appuyer les politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales. Paul Kabatieba a déjà ses priorités. La Caisse va apporter des réponses appropriées à la création et au soutien des PME-PMI. Et puis le président de l'Assemblée nationale tient parole. Alassane Sakandé vient de remettre à la RTB des caméras et de l'argent qu'il avait promis lors d'une visite dans les locaux de la télévision publique. C'est le directeur général de la chaîne qui a réceptionné le don au nom de l'entreprise. Par ce geste, le président de l'Assemblée nationale entend accompagner la RTB dans ses missions de service public. Oumou Sissé pour le film de la cérémonie. Lors d'une visite à la radiodiffusion-télévision du Burkina le 22 janvier dernier, il a fait la promesse de répondre à un certain nombre de besoins. Aujourd'hui, c'est chose faite. Au nom de la représentation nationale, Alassane Bala Sakandé remet 5 caméras et un chèque de 50 millions de francs CFA à la RTB. Nous avons promis, parce que nous avons vu vraiment les conditions dans lesquelles j'ai déploré cela. Ça a été le cas aussi à Bobo, lorsque je suis parti. Et donc pour nous, c'est un geste qui, nous osons espérer, sera suivi par d'autres institutions et par d'autres privés. Voilà, parce que ce ne sont pas les institutions uniquement qui doivent soutenir les médias. Les privés aussi peuvent le faire. Et donc nous osons espérer que ce petit exemple soit suivi par bien d'autres afin de faire
de la RTB, en tout cas afin de permettre à la RTB de pouvoir accomplir ses missions de tous les jours. Loin d'être anodin, ce don constitue un capital inestimable pour la nationale de l'image et du son. Satisfaction également matérielle, parce que contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, c'est loin d'être une broutille. C'est un gros acquis que nous engrangeons aujourd'hui, parce que la RTB, comme vous l'imaginez, est toujours sous le feu des rampes, sous le feu de l'action, et on a toujours besoin de matériel. Donc je vois toutes ces caméras qui sont là, elles vont aider véritablement à nous permettre de remplir notre mission de service public au quotidien. Pour Alassane Bala Sakandé, ce don à la RTB n'est que le début d'un processus. Il compte l'étendre aux autres médias du pays. Au tribunal militaire ce matin à Ouagadougou, le sergent-chef Roger Kouchoubé était au centre des débats. Ses avocats ont tenté dans leur plaidoirie de dégager la responsabilité du sous-officier dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Et comme pour la plupart des accusés, Maître Sanouidi et son confrère Michel Traoré ont plaidé pour l'acquittement de Roger Kouchoubé pour infraction non constituée. La synthèse avec Zoubaviel David Abiré. Le parquet militaire, dans ses réquisitions, avait présenté le sergent-chef Roger Kouchoubé alias le Touareg comme une des têtes pensantes du putsch de septembre 2015, la courroie de transmission des informations entre les donneurs d'ordre et les exécutants. 25 ans de prison ont été requis à son encontre et ce matin, ses avocats montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'acharnement du parquet militaire et de calomnie des co-accusés du sergent-chef Roger Kouchoubé. C'est le début d'une plaidoirie de près de 7 heures d'horloge. D'emblée, Maître Alexandre Sanouidi procède à un rappel des faits du putsch et aboutit à la conclusion, je cite, « Roger Kouchoubé n'a jamais transmis un message selon lequel le général Djendjiri instruisait de faire un putsch. Il n'a pris part à aucune réunion. Il n'a pas participé à l'arrestation des autorités de la transition. Il n'a pas pris part aux patrouilles. Il sait de tout en dérobé. Le seul fait à l'actif du sous-officier selon l'avocat, c'est sa curiosité qui l'a conduit à Savane FM pour voir à quoi ressemblait la radio dite de résistance. Et là encore, il n'a fait qu'emporter du matériel sur instruction de ses supérieurs, s'empresse d'ajouter Maître Alexandre Sanouidi. L'avocat s'insurge contre le parquet militaire qui, à ses yeux, n'aurait pas démontré la constitution des infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de complicité de dégradation de biens reprochés à l'accusé, préférant se contenter des a priori, des préjugés et des dénonciations calomnieuses. À la décharge de l'accusé par contre, l'avocat insiste, lors des événements, il a contribué au désarmement du RSP et secouru des officiels pris à partie à l'hôtel Laïko par des manifestants. Kouchoubé n'est pas un fauve comme on tente de le faire croire, il est juste victime de son surnom Touareg. La preuve, dans les dossiers Madi Ouedraogo et Poudrier de Yimdi, il a été cité, mais blanchi, fait remarquer Maître Sanouidi. Maître Michel Traoré, deuxième avocat à prendre la parole au nom du sous-officier, charge l'adjudant Jean-Florent Nyon et le major Éloi Badiel et les présente comme les auteurs du putsch. Comment le sergent-chef Roger Kouchoubé aurait-il pu instruire ses supérieurs de faire un coup d'État? Pourquoi le général Djendjiri, du haut de son expérience, a instruit un putsch par SMS? L'avocat, après une série de questions, s'engage dans un monologue où il rappelle les principes du procès équitable, les responsabilités individuelles dans le procès pénal et la nécessité pour le tribunal d'acquitter l'accusé pour infraction non constituée ou encore au bénéfice du doute. Appuyé à la barre, le sergent-chef Roger Kouchoubé implore le pardon des victimes et demande la clémence du tribunal. L'audience reprend ce lundi 15 juillet 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec le début des plaidoiries des avocats du général Gilbert Djendjiri. Dans l'actualité ce soir, on parle de la crise au CAMES et de la suspension du professeur Augustin Loada des activités de l'institution. Cette semaine, le Burkina Faso a rappelé sa délégation en déplacement à Bangui pour protester contre ce que le pays a jugé comme une atteinte à sa souveraineté. Le ministre en charge des enseignements supérieurs se prononce sur les actions en cours et donne la position du Burkina dans cette affaire. On écoute le professeur Al-Kassoum Maïga. Nous avons effectivement estimé qu'il s'agit d'une injustice qui est faite au professeur Loada, d'abord, mais surtout une atteinte grave à la souveraineté, n'est-ce pas,
de notre pays en matière d'enseignement supérieur. Il n'y a que le ministre de l'enseignement supérieur qui peut désigner des experts et qui, s'il le veut, peut retirer le mandat à des experts. Alors d'où vient l'idée que le SG fasse la démarche pour me demander à moi de suspendre le professeur Loada. Mais je dois relever qu'ils l'avaient déjà suspendu de fait. Parce qu'ils avaient déjà invité les invitations et les billets à tous les Burkinabés qui devaient aller. Mais le professeur Loada n'a jamais reçu son billet et son invitation. C'est par la suite qu'on vient me dire de légaliser et donc de valider leur décision de le suspendre, moi, en produisant un acte qui dise que le ministre a retiré sa confiance au professeur Loada. Donc je suppose que le ministère, c'est le ministre qui a la responsabilité, qui lui a été confiée de gérer ce ministère. Donc au nom du Burkina Faso, c'est à lui de prendre cette décision et pas le SG du CAMES. Alors, pour les autres étapes, nous, on n'a pas parlé de refus de verser nos cotisations, mais je dis, c'est une étape. Nous avons dit justement, on va vous faire savoir effectivement qu'on n'est pas content. Mais je ne cache pas qu'on est en train aussi d'analyser la situation pour voir comment est-ce qu'on peut passer de cette étape du retrait à autre chose. Mais ça, on avisera très bientôt. Et puis les dépositeurs de savoir endogène chez le ministre en charge de la culture face à ces personnes de ressources dont la contribution est essentielle dans la préservation des valeurs traditionnelles, le ministre Abdoul Karim Sango a traduit toute la reconnaissance du gouvernement. Maxime Zongo. C'est établi, l'ouverture à la modernité n'est pas sans conséquence sur certaines de nos valeurs ancestrales. Et pourtant, leurs contributions à la santé, au maintien de la paix et à la cohésion sociale sont avérées. C'est donc pour encourager ces acteurs qui résistent à cette érosion que le premier responsable en charge de la culture a initié cette rencontre d'échange. Par ces temps qui courent, où le vivre ensemble devient quelquefois difficile, il nous a paru opportun de rencontrer ces personnes, ressources, qui savent beaucoup sur les mécanismes traditionnels de gestion de certaines situations. Étaient donc conviés au débat des tradipraticiens, des personnes ressources du monde de la culture et surtout des lauréats de la nuit des Kakamsé, une cérémonie qui a permis de distinguer des détenteurs de savoirs locaux. On a entendu des témoignages de personnes qui traitent des pathologies qui échappent à la médecine dite moderne. Je pense qu'en collaboration avec le ministère de la Santé et tout cela, il va falloir remettre tout cela au goût du jour parce que, comme je l'ai indiqué, si vous vous perdez en brousse, la sagesse nous vous recommande de vous retourner vers vous-même. Les échanges ont surtout porté sur les mécanismes pouvant contribuer à la préservation et à la promotion des savoirs endogènes au profit des générations futures. Et puis la semaine économique du Burkina Faso au Sénégal se poursuit. À Dakar, la délégation burkinabé a pu visiter quelques entreprises sénégalaises, question de s'inspirer de leur expérience. Les entreprises visitées et ce que la délégation a pu voir avec Maïmouna Traoré. La délégation burkinabé s'inspire de l'expérience du groupe Sedima, créé en 1976 avec 60 000 francs CFA et 120 poussins. Il a diversifié ses activités et se positionne aujourd'hui comme l'un des grands groupes dans l'aviculture, l'agrobusiness, la minoterie, l'immobilier et la finance, avec un chiffre d'affaires de 46 milliards de francs CFA en 2018. Ça vous donne des idées, du courage de travailler, de faire en sorte que vraiment chez nous aussi qu'on copie. Ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau du Sénégal, ça nous permet vraiment, ça nous donne de très belles initiatives pour développer notre business. C'est un grand message qu'il nous donne ici, oui, lorsque le secteur privé se met en avant aux côtés donc des politiques et lorsque le secteur privé accompagne et réalise les politiques publiques, on obtient des résultats pareils et nous allons nous inspirer davantage. Et le fondateur du groupe Sedima de donner quelques conseils à tous ceux qui désirent entreprendre. On ne fait pas les choses pour l'argent. On fait les choses par conviction, on fait les choses par plaisir, on le fait parce qu'on aime. Et à force de le faire parce qu'on aime, de développer une certaine confiance, une certaine passion, c'est sûr qu'après le succès, il est au bout de l'effort.
Mais la priorité des choses, c'est vraiment identifier qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec plaisir et pour lequel on est prêt à se sacrifier. Le groupe Sedima est présent au Mali et pourrait aussi s'investir au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'environnement dresse le bilan de ces projets en vue de se projeter dans le futur. Ce 11 juillet, les cadres du ministère ont pu se doter d'une feuille de route à l'occasion. Oumar Zombré. Ces participants, tous issus du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, tiennent ici une assise sur les états généraux du ministère. Il s'agira pour ces participants de faire une introspection, un diagnostic sur l'état de mise en œuvre des différents projets. Au regard de nos attributions de la lettre de mission qui nous a été assignée, avec l'ensemble de mes collaborateurs, je pourrais dire que quelque chose a été fait. Et nous continuons toujours de travailler. Et si nous nous sommes réunis ce matin, c'est pour apporter un plus à ce qui est déjà fait. Identifier nos insuffisances et nous permettre non seulement d'atteindre l'engagement du président du Faso, à savoir inverser la tendance de la dégradation et de la déforestation et amener les ressources naturelles, bien sûr, à la participation aux conditions de vie de nos populations. Nommé à la tête du ministère de l'Environnement en 2016, Nestor Bassière tient les premiers états généraux de son ministère après plusieurs reports dus au contexte sécuritaire et socio-économique du pays. Au sortir de cette rencontre, il est attendu des recommandations et des suggestions afin de permettre au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique d'atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme. Et puis le forage Christine, implanté depuis les années 70 dans la province de Loudalan, constitue une zone de convergence et de concentration des troupeaux de la sous-région. L'ouvrage rencontre des difficultés aujourd'hui. Un comité de gestion et des partenaires se sont retrouvés à Dori pour un bilan, mais aussi pour trouver des solutions. Pinidie Nyamou est en ligne depuis Dori. Le forage Christine, principal ouvrage hydraulique pastoral dans le Sahel, connaît d'énormes difficultés au niveau de sa gestion et son fonctionnement. Cela dû à l'insécurité qui prévaut dans la localité. Ces acteurs ici présents impliqués dans sa gestion font le bilan de 2017 et 2018. Il est question aussi de trouver des voies et moyens pour donner du souffle au forage. À partir de cet atelier, que devons-nous faire? Nous devons réfléchir pour voir dans la condition actuelle d'insécurité comment gérer le forage Christine, comment impliquer les différents acteurs pour que le forage Christine puisse fonctionner. De l'avis des partenaires techniques, il faut à tout prix sauver le forage et offrir un espace de pâturage aux éleveurs. Faire clairement au niveau de cet atelier ressortir tous les grands enjeux, donc à travers une feuille de route pour la réouverture de ce forage. Parce que si le forage n'est pas ouvert, c'est une catastrophe que nous créons. On travaillera de telle sorte en respectant les strictes règles de la sécurité pour voir comment on peut ouvrir le forage. Le forage Christine est implanté depuis 1971 à Déou dans la province de Loudalan. Il constitue une zone de convergence et de concentration de troupeaux transhumants venus du Niger, du Mali et également des pays lointains comme le Nigeria. Et pour fermer ce journal, le plan Burkina échange avec les acteurs de développement de la région du Centre-Nord. L'objectif étant d'examiner la qualité des projets de plan Burkina mis en œuvre dans la région. Le point avec Aimé Solange Guigma. À cette revue annuelle, il s'agira pour le bureau régional du Centre-Nord de l'ONG Plan International Burkina et ses partenaires de faire une analyse critique sur l'état de mise en œuvre des projets. Toute chose qui leur permettra de mesurer le niveau d'atteinte des indicateurs, de mettre à nu les difficultés rencontrées et de déterminer les progrès réalisés. Et le bilan dressé est positif. Très positif dans la mesure où nous étions dans une situation de développement communautaire et nous avons allié immédiatement une situation d'urgence que nous avons pu gérer. Il faut dire que notre action aujourd'hui
en termes de finances que nous avons déboursées pour ces actions humanitaires tournent autour du milliard. Nous avons réussi vraiment à faire quitter les enfants du milieu non scolarisé aux écoles classiques de près de 800 enfants, ne serait-ce que pour cette année seulement. Et encore, dans la promotion des droits de l'enfant, nous avons fait des réalisations qui nous permettent aujourd'hui de nous mettre en phase avec nos engagements. Cette rencontre d'échange doit déboucher sur la formulation des recommandations et l'élaboration d'un plan de résolution des problèmes en vue d'améliorer la qualité des projets et programmes en lien avec les objectifs de la stratégie pays 2019-2023 pour la protection et l'épanouissement des enfants et des jeunes filles. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.